Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir ici en direct depuis Rochefort pour non pas une, mais deux émissions spéciales consacrées au grand retour de l'Hermione. Alors ça se passe dès maintenant sur le site internet de France 3 et puis on reste ensemble jusqu'à 17h15 où nous nous retrouverons sur vos téléviseurs. Alors ça y est, après un périple de 4 mois et une douzaine d'escales sur les côtes américaines, la réplique de la frégate de La Fayette rentre à la maison. Une aventure humaine et technique aussi, c'est ce que nous verrons, sans équivalent, que nous allons tenter de vous faire partager, de vous faire vivre avec nos invités bien sûr, et puis l'ensemble de nos équipes techniques qui sont déployées sur le terrain. Alors pour l'occasion, France 3 a mobilisé d'importants moyens. 8 caméras sont dispatchées sur l'ensemble des sites, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Nous disposons également d'un hélicoptère qui nous permettra de pouvoir apprécier l'Hermione sous toutes ses coutures. Alors avant tout cela, et sans attendre bien sûr, je vous propose tout de suite de partir sur le pont de l'Hermione où nous retrouvons un fidèle au poste. Bonjour Yann Salin. Alors les choses se précisent on dirait. Bah oui, écoutez, là, vous devez nous voir arriver. Et puis, vous le savez, on a vécu beaucoup de choses déjà sur l'Hermione. On avait fait les premiers essais en mer l'automne dernier. On avait fait le grand départ vers les États-Unis. On avait même eu le privilège de les croiser à New York le jour de la fête de l'indépendance. Et puis là, aujourd'hui, bah voilà, c'est la fin de l'histoire. Alors, on avait vécu beaucoup d'excitation, beaucoup de bonheur pour les premières expériences. Et là, il y a quelque chose en plus. Ça s'appelle, je crois, un peu de tristesse. Mais oui, l'aventure se finit et pour tous les hommes et femmes d'équipage de l'Hermione, c'est une page qui se tourne. Alors il y a un peu de nostalgie, ils savent qu'ils vont se quitter, ils viennent de vivre quelque chose d'extraordinaire. Donc ils vont peut-être nous raconter ça tout à l'heure s'ils arrivent à poser des mots sur quelque chose qui est très personnel. Très bien Yann, on reste ensemble et on se reparle dès que possible. Alors s'il y a un peu de nostalgie peut-être à bord, eh bien ici en tout cas c'est l'effervescence. Le public qui est venu nombreux, on attend des dizaines de milliers de visiteurs pour cette occasion. Je vous propose tout de suite de retrouver Marion Mercier. Alors Marion, la température a commencé à monter en puissance. Ah bah oui, tout simplement parce qu'on aperçoit l'Hermione. Déjà, Pascal, regardez derrière moi, la foule est massée, les gabiers saluent. Hier, on a entendu les coups de canon, la foule est massée, agite des drapeaux. C'est le grand retour de l'enfant prodige du pays quand même, hein. C'est pas rien après 4 mois et demi de mer. Sur le quai où je me trouve, il y a également les familles de gabiers qui attendent de revoir leur enfant, leur fils ou leur mari. Et puis, vous voyez, la foule est extrêmement compacte, toujours très chaleureuse à chacune des escales de l'Hermione, hein, c'est ce qu'on a pu ressentir. Mais imaginez donc, ici à Rochefort, sa terre natale, l'émotion va être à son comble. Dans quelques minutes, on va la voir un petit peu mieux, cette Hermione. Elle va sans doute tirer encore quelques coups de canon et être applaudie par le public. Oui, absolument, puis elle fait durer le plaisir. Donc on reste ensemble, Marion, à tout à l'heure. Alors retour sur ce plateau de cette émission spéciale consacrée au grand retour de l'Hermione. Alors vous voyez la forme de radeau qui se trouve juste derrière moi. C'est là que l'Hermione a vu le jour, avec 17 ans de travail, d'énergie déployée par les bénévoles et tous les autres pour s'atteler à ce grand projet. Je me retourne vers vous, Guy Gautreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes conférencier au sein de l'association Hermione La Fayette. Vivre un jour comme celui-ci, c'est quelque chose d'exceptionnel, unique au monde quasiment. Ben oui, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'étais en train de penser qu'on pourrait renommer ce quai le quai des émotions, parce que bon, c'est pas la première émotion qu'on a ici. Il y a eu le premier lancement sur la Charente en 2012, il y a eu le départ l'année dernière en septembre 14, et puis maintenant évidemment ce grand moment, ce sommet un peu de l'émotion, le retour. Alors, émotion ponctuée aussi par les bateaux-portes que l'on peut apercevoir, oui, et qui ont, semble-t-il, bien fonctionné cette fois-ci, c'est tant mieux. Oui, il y a déjà eu de l'émotion tout à l'heure parce qu'effectivement, on avait hâte de voir que le bateau-porte avait manœuvré dans de très bonnes conditions. Alors, on parle de la technique, là, puisqu'il est question des bateaux-portes. Sur le plan technique, cette fois-ci au sujet de la frégate, est-ce qu'elle a répondu aux attentes que l'on pouvait former autour de cette navigation? C'est pas rien, traverser l'Atlantique. Bah écoutez, je crois qu'elle a complètement répondu aux attentes et même dépassé les attentes. Bon, le commandant Cariou le dirait beaucoup mieux que moi, mais que ça soit au niveau navigation, que ça soit par exemple au niveau de la vitesse atteinte par le bateau. Bon là, l'Hermione a quand même atteint la vitesse de 13 nœuds,3. Bon, le commandant de l'Hermione du 18e avait parlé d'une vitesse de 15 nœuds. On était un petit peu sceptique. Parce que c'était un courrier au ministre de la Marine. Bon, donc peut-être en rajoutait-il un peu. Mais maintenant, on sait qu'effectivement, la première Hermione a pu atteindre 15 nœuds. Et celle-ci a atteint 13 nœuds,3
avec une surface de voile inférieure à celle du 18e. Alors très précisément, là on est au cœur du sujet, est-ce que cette traversée nous a appris des choses sur le plan historique, au niveau des récits par exemple, ou des informations qu'on a pu collecter sur ce qui s'était passé à l'époque? Mais disons que ce grand voyage transatlantique a été effectivement la confirmation de beaucoup de choses qu'on avait déjà dans le journal du 18e, dans le journal de bord. Mais effectivement, le commandant Cariou, comme il le disait, c'est comme s'il avait pris en main un prototype. Donc ce prototype, il a appris à le connaître et il a pu vérifier ou même, quand même parfois, quelquefois, nuancer des choses qu'il avait appris dans les documents de l'époque et en particulier dans le journal de bord de son prédécesseur illustre, Latouche-Tréville. Avec une difficulté tout de même, c'est que là on avait un peu moins d'hommes d'équipage à bord, il y avait 80 personnes et que par-dessus le marché, tous n'étaient pas des marins aguerris. Loin de là, pour certains d'entre eux. Alors effectivement, par rapport au 18e, c'était l'énorme défi. Quand Lafayette est parti sur l'Hermione, 300 personnes étaient à bord et on estime qu'à l'époque, il fallait 180-200 marins expérimentés pour manœuvrer une telle frégate. Là, effectivement, il y avait entre 80 et 85 marins à bord. Mais la chose avait été quand même extrêmement bien pensée puisque tout s'est bien passé. Alors pourquoi est-ce qu'il y en avait moins? Eh bien, tout simplement... D'abord, soyons honnêtes, pour des raisons économiques, on ne pouvait pas faire monter 200 personnes à bord. Pour des questions aussi tout simplement de logement. Bon, beaucoup d'équipements modernes à bord, donc beaucoup d'espace qui était pris. Et on reviendra sur cet aspect des choses parce que c'était aussi un paramètre absolument particulier à prendre en compte. Voilà. Alors je vous propose tout de suite, sans plus attendre, de repartir sur le pont de l'Hermione où les choses se précisent, Yann. Hein. Ah bah non seulement les choses se précisent, mais là on est en train de vivre un moment assez incroyable. On est avec Mathieu qui lui était monté à Yorktown. Vous imaginez le périple qu'il vient de faire. Et là, c'est incroyable cet accueil là. Ouais, c'est incroyable. On n'a pas assez de mots hein, pour exprimer toute la joie et la fierté qu'on a de retrouver la maison, Rochefort et puis tous les Rochefortais, les gens qui sont venus de la région et tout ça pour venir nous accueillir. Vous avez vu tout le monde qu'il y a derrière nous. Et puis je le disais tout à l'heure, c'est un sentiment qui doit être un peu étrange. Il y a ce bonheur de voir tous ces gens, puis sûrement aussi un petit peu de tristesse là. Hein. Un sacré pincement au cœur là, ça y est, c'est fini. Bah, c'est fini. Non, c'est une aventure qui en appelle une autre, mais c'est la fin du voyage, du premier voyage de l'Hermione, la nouvelle Hermione. Et ouais, ça y est, c'est un mélange d'émotions énorme. On a du mal à faire le tri dans le cœur, quoi. C'est difficile aussi, j'imagine, de poser des mots sur ce que vous venez de vivre. Vous êtes une famille maintenant. C'est des amis pour la vie là que vous vous êtes fait en 3 mois là. Ouais, une sacrée famille. Et une famille qui a commencé il y a 17 ans. Les artisans, les bénévoles, et puis les pros et tous les volontaires. Ça fait une sacrée famille avec vraiment un lien très très fort. Et c'est une histoire unique dans ta vie, j'imagine. À toi personnellement, tu vas garder ça pour toujours, quoi. Ouais, je pense que c'est l'une des choses dont je suis le plus fier pour l'instant dans ma vie. Et la suite, du coup, ça va être quoi? Tout le monde se pose la question. Ouais, mais justement, faut pas trop l'écrire à l'avance. Il y aura plein d'opportunités et plein d'autres projets fous. Tout le monde est en appel de projet maintenant, un projet dingue. Après l'Hermione, de toute manière, on peut plus retourner derrière un bureau. Oui, c'est sûr, c'est que tout le monde n'a plus qu'une seule envie maintenant, c'est de reprendre la mer, j'imagine, même alors que beaucoup n'avaient pas beaucoup d'expérience, comme on l'entendait à l'instant là. Ouais, et la grande découverte, je pense que pour tout le monde, c'est comprendre que le large, c'est la liberté des marins, et on y a goûté un petit peu et on n'a plus envie de la laisser partir. Donc on est beaucoup à vouloir passer le pas maintenant. Bah merci, et puis on vous laisse profiter quand même à 100% de ce dernier moment. Merci beaucoup. Merci Yann, et on se retrouve naturellement tout à l'heure. Alors on le voit, ça y est, les choses effectivement font plus que se préciser puisque l'Hermione entame sa longue et lente avancée ici dans la forme de radeau, là où elle a vu le jour au cours des 17 ans de travaux qui ont été nécessaires à sa construction, à son édification. Alors nous sommes en compagnie également de Denis Rolland. Bonjour Denis Rolland. Bonjour. Vous êtes le conservateur du Musée national de la mer ici à Rochefort. De la marine. De la marine, mais ça ira très bien. Ouais, c'est de circonstance. Alors, avoir sous la main un navire comme celui-là, c'est exceptionnel. Vous devez faire quand même quelques envieux parmi vos confrères, non? Ah ben ça c'est sûr. Hein. Puis alors, j'aime vous dire spécialement aujourd'hui, puis j'allais dire spécialement à la minute que nous vivons, puisque là, ça y est, l'Hermione est vraiment en train de rentrer dans la forme. On l'a sous le nez, on est les mieux placés. Merci de nous avoir invités. Rien que pour ça valait le coup. Et c'est vrai que l'Hermione apporte... Enfin, le mot émotion, il va être prononcé des milliards de fois aujourd'hui parce que c'est celui qui revient. Et c'est vrai que l'Hermione, et depuis le départ, depuis le chantier, mais plus encore dans ces moments-là,
amène de l'émotion collective dans l'histoire. Et l'émotion collective, c'est la meilleure ou la pire des choses. Et avec l'Hermione, c'est plutôt la meilleure. Et donc la ville, du coup, a renoué avec cette atmosphère qui est particulière, celle d'une ville comme celle-ci qui a vu des bateaux se construire, partir à la découverte d'autres mondes, une ville d'aventure. Oui, c'est tout à fait vrai et c'est quelque chose d'important parce que l'arsenal de Rochefort a fermé en 1927 et les décennies qui ont suivi ont été des décennies très dures. C'était une ville vraiment sinistrée et la guerre est passée par-dessus. Et jusque dans les années 1960 et 70, cette ville a tourné le dos à son passé maritime. Et il y a eu un très gros travail assez visionnaire. Il faut encore une fois citer Jean-Louis Frault, le maire et son équipe, parce que c'est vraiment grâce à lui que ce travail a été fait. Pendant plus de 20 ans, il y a eu un travail de rénovation du patrimoine maritime. Elle est contente aussi, l'Hermione de rentrer à la maison, hein. On l'entend là, vraiment. Et oui, l'Hermione, salut, aussi... et l'Hermione est née de ça. Allez, on laisse vivre l'image parce que là, je pense que le moment est fort. On va tous profiter de cette entrée de l'Hermione dans sa forme de radeau, sous les applaudissements du public, des applaudissements nourris. Beaucoup d'émotions également. Les gabiers qui sont encore à bord, qui saluent le public. Certains peuvent peut-être apercevoir des membres de leur famille qui ont fait spécialement le déplacement, évidemment, pour l'occasion, pour les accueillir. Des gabiers qui seront accueillis, comme le commandant Cariou, par ailleurs, par un invité de marque. Le commandant Cariou qui sera accueilli par un invité de marque, donc probablement le Premier ministre Manuel Valls qui fera un passage ici tout à l'heure. Donc je ne sais pas, on peut peut-être retrouver Yann, si Yann m'entend. Yann, vous êtes à bord, donc effectivement, là, le moment est particulièrement intense. Ouais, je peux vous le dire, encore une fois, on a déjà vécu beaucoup d'émotions à bord de l'Hermione depuis quelques mois, mais là, je ne sais pas si ça se voit, j'ai un petit peu larme à l'œil parce que voir cette foule, cet accueil, je peux vous dire que sur le pont, là, en ce moment, dans les regards, il y a quelque chose qui se passe et c'est vraiment très, très, très émouvant. Je ne sais pas pour vous, j'imagine qu'effectivement, vous vivez ça aussi très intensément, mais là, à bord de l'Hermione, voir tous ces gens qui sont là pour l'accueillir, franchement, respect. Alors du coup, l'émotion est communicative. Je pense qu'on va aller faire un petit tour dans le public, retrouver Marion Mercier. Marion, là aussi, la ferveur grimpe en amplitude. Hein. Oui, bon, alors Pascal, moi je me trouve avec un monsieur dont le fils est l'un des 5 officiers, hein, c'est ça que vous m'avez dit? Officier de navigation et responsable de la sécurité. Vous venez de le voir, je vous ai entendu crier Antoine, vous l'avez aperçu? Tout à fait, et surtout son fils l'a vu. Voilà. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu, Antoine? Antoine, je ne l'ai pas vu depuis la fin juillet, il a fait l'aller-retour, mais il a pris une dizaine de jours de vacances au début juillet. Vous êtes allé le voir aux États-Unis? Non. Non, nous avons renoncé à ce projet. Il va y avoir beaucoup de choses à raconter quand même. Hein. Je suppose, et je n'attends que ça. La météo a été difficile, je crois. Surtout au retour. À l'aller, certes pas, mais au retour, oui. Je crois que c'était... Voilà, bon. Sportif. Merci Pascal, merci monsieur, pardon. Voilà Pascal, le public ici, ce sont aussi beaucoup de gens qui ont un gabier, une fille, un fils à bord. Et puis on vous sent ému, hein, vous aussi Marion. Hein. Retour sur ce plateau. Denis Rolland, même question qu'à Guy Gautreau tout à l'heure. Est-ce que cette traversée nous a permis de comprendre, de mieux réaliser certaines choses, de vérifier les écrits dont je parlais tout à l'heure? Ben ça sûrement, mais c'est maintenant que les gabiers vont nous raconter ça. Mais d'une manière plus générale, moi j'ai le sentiment que c'était vrai déjà du chantier et c'est vrai de la navigation. Ce qui a passionné tout le monde, les Rochefortais comme les autres, c'est peut-être plus encore que l'histoire portée par l'Hermione. C'est la compétence des gens d'aujourd'hui, de ces artisans qui maîtrisent le bois, qui maîtrisent le fer, qui maîtrisent le champ, et aujourd'hui de ces marins qui ont maîtrisé l'eau et la mer. C'est ça qui est passionnant.
finalement, Lafayette, c'est un levier, c'est un prétexte. Je ne dis pas qu'on s'en fiche, hein, monsieur le marquis, mais c'est quand même d'abord nos contemporains qui ont fait ça. Et c'est ça qui nous touche, je crois, tous. Donc on imagine bien évidemment que de toucher un joyau, d'avoir ça dans sa propre ville, doit faire qu'on est beaucoup sollicité pour qu'elle se déplace et qu'elle aille naviguer ici et là, non? Ah oui, ça c'est sûr, mais comme disait ma grand-mère, il vaut mieux faire envie que pitié. Hein. Et là, on fait plutôt envie, effectivement. Et c'est vrai que c'est important pour ce territoire. Les sollicitations sont nombreuses, on est beaucoup approché pour que l'Hermione se déplace. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour vous répondre, mais alors on sait déjà qu'elle retournera à Brest en juillet prochain pour les fêtes marines, où elle est très 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 attendue. Et probablement qu'il va falloir discuter entre les moments où on a envie de la voir aussi avec nous, parce que après ça va être, c'est une histoire d'amour, hein, l'Hermione. Hein. Comme toute histoire d'amour, il y a des moments euphoriques comme aujourd'hui, puis il y a des moments où ça tiraille aussi. Hein. Donc là, il va falloir trouver le moment où elle est avec nous, Rochefortais, des moments où elle porte l'image de Rochefort ailleurs. Alors les discussions sont intenses, mais Guy Gautreau, des projets comme celui-là avec des navires de reconstitution historique, il en existe d'autres à travers le monde. Comment c'est géré? Comment on peut faire vivre ce patrimoine-là? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle a été reconstruite, l'Hermione était le plus gros projet au monde de reconstruction d'un bateau de cette époque. Alors, la gestion de ce genre de réplique, il y a plusieurs façons de gérer. Bon, une façon qui est par exemple celle qui a été utilisée par les Suédois pour le Göteborg, c'est de faire naviguer sur le bateau, sur la réplique, des passagers payants qui payent pour 8 jours, pour 15 jours. On a connu ça en France, par exemple, on connaît ça en France avec le Belém. Le souci avec notre Hermione, c'est que la ville de Rochefort souhaite fort l'avoir assez souvent. Pour reprendre un peu ce que disait mon voisin de droite, on peut dire que l'Hermione est mariée avec Rochefort, mais que l'Hermione a quand même une maîtresse, c'est la mère. Donc il faut trouver un équilibre entre l'épouse et la maîtresse. Guy Gautreau, je me permets de vous couper parce que je crois que Yann Salin est en compagnie juste sur le bateau sur l'Hermione, juste derrière nous. Il s'agit de qui, Yann? Oui, je suis en compagnie de Bruno Gravelier, le superintendant de l'Hermione. Je sais qu'il n'aime pas beaucoup les titres un peu pompeux, mais c'est une manœuvre quand même toujours assez particulière de rentrer dans cette forme-là. Hein. Ah oui, c'est loin d'être évident. Comme ça vient d'être dit là, à l'instant, il faut une marée minimum de 90. Les fonds ne sont pas extraordinaires tout autour, donc, et l'espace est très resserré. Donc, c'est loin d'être évident. Et puis on sent bien que malgré l'émotion, on voit tout l'équipage qui est aux aguets là quand même. Hein. Oui, bien sûr, bon, il y a beaucoup d'émotions et les gens saluent leur famille, et leurs amis. Les volontaires qui ont débarqué déjà sont là. Voilà, beaucoup d'émotions. Avec le sentiment du devoir accompli, j'imagine, là, maintenant? Cette partie du devoir, oui. Ce chapitre-là se clôt aujourd'hui, c'est vrai. Mais il y a d'autres chapitres à écrire. Merci, Bruno. Merci Yann, merci à tous les deux. On retrouve Marion puisque dans quelques minutes maintenant, l'équipage va pouvoir descendre à quai et retrouver famille et proches. Oui, et moi je me trouve avec du public déguisé parce que c'était quand même aussi le thème aujourd'hui, d'être habillé comme au XVIIIe siècle. Je me trouve avec Arlette et Tatiana qui ont suivi l'aventure depuis le début, je crois. Hein. Vous êtes rochefortaise? Oui, d'adoption. Qu'est-ce qui vous émeut, vous, dans cette Hermione? Eh bien, c'est de revenir il y a 200 ans, quoi. Enfin, je ne sais plus exactement. Et moi, j'habite avenue Lafayette. Alors, doublement, ça me fait plaisir d'être là. Et vous, Tatiana, vous aviez suivi le chantier? Alors, pas tout à fait, parce que moi, je viens de Paris. Donc, je suis rochefortaise depuis février. Moi, je suis très émue en voyant la frégate revenir. Vraiment, très émue de voir de près. Elle vous a manqué? Oui, nous sommes très contents qu'elle revienne. Mais pourquoi vous êtes émue? Vous voulez expliquer comment cette émotion? Mais justement, je ne me l'explique pas du tout. Peut-être que c'est l'histoire, parce que je suis une férue d'histoire et je pense que c'est ça qui me... C'est inexplicable en fait. Ouais, vraiment. Il y a l'histoire du navire et puis il y a l'histoire collective du chantier. Je crois que ça a débuté en 1997, il me semble. Oui, et ça a duré, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Alors, la voir revenir, c'est quand même très, très émouvant. Les débuts de la construction, j'y suis allée 4 fois pour voir
la progression, quoi. Et voilà le résultat, un retour au port, un retour dans la forme de Radoux. Merci mesdames. Merci Marion, merci à vous toutes, mesdames. Guy Gautron l'a évoqué tout à l'heure, l'une des particularités de cette aventure, ça a été tout de même de faire naviguer un navire qu'on peut apercevoir juste derrière nous, magnifique, de l'extérieur, mais totalement revisité de l'intérieur, avec des équipements modernes, des douches, des réfrigérateurs, des systèmes d'aération. C'est quand même inouï d'être parvenu à le faire naviguer dans des conditions qui n'avaient plus rien à voir avec celles d'origine. Oui, ben, effectivement, c'était un des défis de ce voyage. C'était ce qu'on a appelé les compromis avec l'historicité du navire. Bon, il fallait à la fois faire une réplique qui ait la plus belle apparence possible et qui respecte l'histoire, mais en même temps, il fallait faire vivre avec des conditions du XXIe siècle tout un équipage. Donc effectivement, plus on descend dans cette réplique et plus on est dans un navire du XXIe siècle. Bon, ce sont des conditions tout à fait acceptables de confort, qui ne sont absolument pas celles du 18e. Et là encore, il a fallu inventer, il a fallu imaginer. Bon, d'ailleurs, il y aura là aussi un retour d'expérience, des choses qui vont encore être améliorées pour le futur. Bon, tout un tas de détails dans les cuisines, je ne vais pas rentrer justement dans ces détails, mais il fallait aussi faire ce voyage pour faire voir qu'on était capable de faire naviguer une très belle réplique, mais en même temps d'offrir aux gens une vie normale sur un bateau du XXIe siècle, même si les conditions restaient spartiates. Denis Rolland, de la recherche et du développement comme celui qu'on a pu découvrir à travers la reconstruction de l'Hermione, ça existait déjà au 18e? Ça existait même dès la création de l'Arsenal. Il n'y a pas de marine sans innovation. C'est l'invention de l'espace industriel, l'Arsenal en France. Ça implique tellement de corps de métiers différents, ça implique des coordinations tellement complexes. Un vaisseau ou une frégate, c'est des objets d'une technicité telle. C'est une fusée Ariane pour le XVIIIe siècle, c'est de ce niveau-là. Donc forcément, on est obligé d'imaginer sans arrêt des choses nouvelles. Et c'est vrai, quand on regarde les bateaux, quand on regarde les maquettes d'un bateau du XVIIe ou du XVIIIe, on peut trouver que, bon, bah oui, ça se ressemble. Ils sont extraordinairement différents. Et les technologies ne cessent d'évoluer, ne cessent de se modifier, particulièrement à Rochefort, parce que vous savez qu'à Rochefort, on a une spécialité qui est la vase, et qui se met partout. Et faire des bateaux de guerre malgré la vase, c'est une obligation d'inventer. Et c'est ça l'histoire même de cet arsenal expérimental. Avec une catégorie toute particulière pour l'Hermione, une frégate de 12, c'était bien ça? Vous nous réexpliquez la frégate de 12? Volontiers. Frégate de 12, ça veut dire qu'elle est équipée de canons de 12 qui tirent des boulets de 12 livres. Des canons qu'on retrouve aujourd'hui encore sur sa réplique. Oui, mais qui normalement ne vont pas nous tirer dessus parce qu'ils ont compris qu'on l'aimait bien. Ça devrait bien se passer aujourd'hui. La première frégate de 12 a été construite à Rochefort. C'est un bateau qui s'appelait l'Hermione. Pas celui-là, mais une autre Hermione. Très bien. Alors, nous allons retrouver Marion Mercier dans le public. On en parlait tout à l'heure en ouverture de cette émission. Le Premier ministre Manuel Valls est ici à Rochefort. Il est à vos côtés, je crois, Marion. Oui, il est à mes côtés. Il est en train de me rejoindre sur l'estrade pour me dire quelques mots à propos de cette Hermione. Bonjour, monsieur le ministre. Le Premier ministre, on est en direct. Vous êtes venu saluer quel symbole aujourd'hui à travers l'Hermione? L'amitié franco-américaine, la merveilleuse aventure humaine, la patience? Tout ça, vous l'avez parfaitement résumé, la merveilleuse aventure humaine qui passe évidemment par l'amitié entre la France et les États-Unis. C'est l'objet même de cette formidable aventure il y a plus de 2 siècles. L'aventure industrielle, le défi industriel qui est tout à fait incroyable, mais c'est l'aventure humaine qui me passionne. La maîtrise du temps, des jeunes qui s'engagent, des professionnels, à commencer par le commandant et qui est tout à fait exceptionnel. Mais cette maîtrise du temps et cet engagement des jeunes, c'est ce qu'il faudra sans doute retenir de ce moment incroyable que nous sommes tous en train de vivre. Si on veut faire des métaphores avec la politique, il y a eu 17 ans, il a fallu 17 ans, il a fallu être patient et tout le monde a tiré dans le même sens. Oui, mais aujourd'hui on maîtrise moins le temps. Internet, les réseaux sociaux, l'information continue, on veut que tout se fasse en quelques heures ou en quelques minutes. Non, la construction d'une société, une construction humaine, ça prend du temps et 23 ans que l'association a été créée, 17 ans de travaux, plusieurs mois de traversée et voilà, c'est une belle leçon de vie.
Vous êtes allé voir et saluer tout à l'heure l'équipage en rade de l'île d'Aix. Vous avez rencontré le commandant. Que leur avez-vous dit? Que vous ont-ils dit? C'est eux qui ont beaucoup parlé de la force d'âme, du moral et de la morale qui ont réuni tout cet équipage. Le bonheur, il y avait de la tristesse parce que l'aventure évidemment se termine, mais je crois que chacun a vécu une expérience tout à fait incroyable. Nous avons démontré là une capacité à faire de belles choses pour la France. Je crois que les Américains étaient très admiratifs quand ils ont découvert sur leur côte l'Hermione. Donc retenons ces leçons. Oui, il faut du temps, il faut savoir s'unir sur de beaux projets qui servent l'intérêt général. Merci. Et sur ces mots, on vous laisse repartir à La Rochelle, justement, je pense. Dans quelques instants, mais on va attendre que l'Hermione arrive vraiment. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci Marion, merci Monsieur le Premier ministre. Retour sur ce plateau et on va tout de suite filer retrouver Yann Salin. Yann, ils y ont été sensibles, les gabiers, au passage du Premier ministre? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Oui Yann, je disais, est-ce que les gabiers et le personnel embarqué à bord étaient sensibles à cette visite du Premier ministre? Oh, écoutez, ils ont vu beaucoup de VIP, comme on dit, le long du périple. Je suis avec Loïc, c'est un gabier un peu particulier, c'est le médiaman. C'est grâce à lui qu'on a vécu tout ça de très loin avec son appareil photo, ses caméras. Il nous a fait vivre ça au plus près pendant tout le périple. Alors j'imagine, oui, la visite du Premier ministre ce matin, c'était une péripétie parmi tant d'autres. Mais... Un petit peu, oui, c'est sûr. Bon, on a vu le président au départ, on a aujourd'hui le Premier ministre à l'arrivée. Et c'est vrai qu'entre-temps, on a eu un certain nombre de gouverneurs, d'amiraux. Je crois avoir fait visiter au numéro 2 de la défense américaine, en l'occurrence le patron de la Navy. Enfin, c'est vrai qu'on a eu un petit peu de gratin, comme on dit. Ouais. Parce que mine de rien, ça aussi, ça fait partie de l'aventure. Ouais, bah, clairement, ouais, bah, c'est aussi c'est là où c'est la notion diplomatique, on va dire aussi du projet. Ça a toujours fait partie du projet, de créer un lien et voilà, de faire de la diplomatie entre la France et les États-Unis. Mais j'imagine que parmi toutes les images, toutes les photos, toutes les vidéos que tu as prises pendant ce périple, ça ne sera pas ces images-là que tu vas garder. Quel est ton meilleur souvenir finalement, toi, dans ton viseur? C'est très compliqué, on m'a déjà posé la question, c'est difficile d'y répondre. Tellement il y en a. Ouais, c'est ça, il y en a énormément. Je veux dire qu'on peut citer pêle-mêle les Bermudes, Saint-Pierre-et-Miquelon, le passé devant la Statue de la Liberté. Après, moi j'ai un endroit qui a toujours été mon petit spot préféré du bateau, qui est tout en bout de vergue sur la Civadière, donc très à l'extérieur du bateau, complètement en avant du bateau. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit le mieux le bateau travailler, on voit la figure de Proust se prendre des vagues dans la figure. Là, je pense que c'est à cet endroit-là que je garderai mes meilleurs souvenirs, on va dire. Il y a eu des jours avec 40 nœuds de vent, c'était joli tour de manège et ça c'est des grands moments. Ouais. Et puis en même temps, j'imagine pour un homme de médias comme toi, ça doit être compliqué de gérer un peu ça, de se dire oui, il faut que je fasse des images et en même temps j'ai envie de vivre ça à 100% comme un gabier, quoi. Ah, clairement, ça a été la difficulté pendant 4 mois et demi à la fois. Il y a des moments où on aurait envie d'être là, d'être avec les autres gabiers, de tirer sur des cordages et du lin. Et puis de temps en temps, on se laisse aller. Et je sais que malheureusement, j'ai des fois raté les images. Et parce que c'est vrai que c'est le côté étrange là-dessus, c'est que y a des moments où on a envie d'être avec les autres. Et puis au final, quand on se laisse aller, on se retrouve dans des situations où on se dit... Pourquoi est-ce que j'ai pas ma caméra avec moi? Pourquoi j'ai pas mon appareil photo avec moi? Parce que c'est dans ces moments-là souvent qu'il y a le truc qu'on a envie de garder, quoi. Merci Loïc, on a hâte de voir toutes ces belles images inédites. Merci Yann, merci Loïc, on se retrouve sur ce plateau juste à côté de la fanfare, ça ne vous a sûrement pas échappé, on l'entend très très bien depuis ici dans le sillage de l'arrivée du Premier ministre. Pendant que le public applaudit la fanfare, Denis Rolland, revenons-en à nos moutons. C'est quoi la difficulté pour gérer un patrimoine comme celui-là en termes d'entretien notamment? On sait que ça va coûter très cher, c'est évalué entre 800 000 et 1 million d'euros par an. C'est colossal. Ah oui, c'est colossal. On n'a rien sans rien, hein, comme disait l'autre. Mais la vraie solution, c'est que l'Hermione, maintenant que ce navire est terminé, que c'est plus un chantier, il doit trouver une place aussi nouvelle dans cet ensemble très important en termes de patrimoine qu'est Rochefort. Et c'est, je pense, en étant davantage intégré, en travaillant de manière beaucoup plus collégiale, qu'on y arrivera. Il n'y a pas que l'Hermione. L'Hermione, c'est un peu notre tour Eiffel, si on peut dire. Alors la tour Eiffel, tout le monde sait qu'elle porte Paris avec l'immense diversité des choses qu'il y a à Paris.
De même que l'Hermione porte tout ce qu'il y a à Rochefort. Mais si la Tour Eiffel n'était pas à Paris, elle n'aurait pas la même notoriété non plus. Et ben, je pense que c'est un peu la même chose avec l'Hermione. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est de replanter la Tour Eiffel bien au milieu du parc. Vous savez, il y a beaucoup de parcs touristiques en France et nous, on a cette chance qu'on n'a pas à le construire. C'est Louis XIV qui s'en est chargé. Donc c'est un petit appel du pied à Rochefort, à la mairie, à la communauté d'agglomération. C'est un vieux sujet de discussion, surtout qui n'a rien de très nouveau, mais qui là prend forcément un sens tout à fait renouvelé. C'est comme ça aussi, parce qu'avant même de se poser la question financière qu'il faut évidemment se poser, c'est la question de la fédération de toutes ces initiatives. Il y a très nombreux acteurs qui travaillent à la valorisation du patrimoine historique et naturel. Et c'est autour de ce paysage-là qu'on y arrivera. Alors, je vous arrête, vous l'avez certainement remarqué, Denis Rolland, l'hymne américain est en train d'être joué ici en direct depuis la forme de Radoux de l'Hermione, où on assiste aux commémorations officielles liées au retour de la réplique de la frégate de Lafayette. Je vous propose de vivre ce moment en direct. Et voilà des applaudissements nourris. On peut apercevoir le maire de La Rochelle juste à côté de l'estrade, qui entonne la Marseillaise d'ailleurs. Émotion intense ici, on a pu le voir à travers cette salve d'applaudissements. On retrouve tout de suite Yann Salin. Donc là, on imagine sans difficulté que si des larmes ont coulé, c'était quand même le moment idéal. Ah oui, puis il y a quand même ce symbole de la coupée qui vient d'être installée. Ça y est, on peut débarquer, j'allais dire malheureusement, de l'Hermione. Alors il y a tous les gabiers qui se sont réunis, là vous ne les voyez pas, sont derrière la caméra sur le gaillard avant. Et puis oui, comme je vous le disais tout à l'heure dans les regards, voilà, ça y est, l'histoire elle s'achève comme elle devait s'achever ici dans la forme de Radoux. Là on va finir d'amarrer le bateau, de tout mettre propre sur le pont et puis et tout le monde va se mettre en marche pour aller faire la grande parade dans les rues de Rochefort pour saluer tous ces marins, ces hommes et ces femmes, Yann, ces héros. Yann, je vous coupe. Est-ce que l'ensemble des gabiers a pu débarquer ? Pour l'instant, tout le monde est encore à bord. On attend un peu les instructions de Yann Cariou pour la suite des événements. Il y a encore un peu de temps, je pense. Hein. On n'est pas pressé de quitter le bateau. En tout cas, eux, ils ne le sont pas. Donc, ils profitent à 100% de ces derniers instants. Et puis, oui, effectivement, je pense que dans un quart d'heure, tout sera propre. Et puis, la grande fête à terre pourra commencer. Parfait, merci Yann, à tout à l'heure. Guy Gautreau, concrètement, comment ça se passait comme ça en retour de campagne? Ils faisaient quoi les gabiers quand ils débarquaient? Racontez-nous. Vous ne m'entendez pas. Alors on va essayer de faire un petit effort avec les micros. Denis Rolland a probablement entendu ma question. Oui, et puis alors je sais ce qu'ils faisaient, moi, les marins qui revenaient de campagne. Hein, ils allaient rue des Mousses et ça, c'était la priorité. Hein. Vous étiez fort bien accueillis d'ailleurs. Alors c'était où la rue des Mousses pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément parfaitement Rochefort? Chaque port a sa rue chaude.
toute la partie sud de la vieille ville de Rochefort était constellée de bordel qui était fort apprécié des marins. Ça fait partie du patrimoine, ça aussi. Donc un patrimoine qui est encore vivace ou pas? Aujourd'hui, c'est un patrimoine un peu moins vivant que l'Hermione. C'était comment la vie de gabier à l'époque? On embarquait comme ça au gré des bateaux qui passaient ou c'était quelque chose de beaucoup plus organisé? En fait, c'est un curieux mélange des deux. C'est à la fois une organisation extraordinairement précise sur certains aspects d'armement, d'administration, et en même temps, par rapport à nos conceptions à nous, c'était des allées et venues. C'est-à-dire il y a des moments où il y avait beaucoup d'activités, des moments où il n'y en avait pas. C'était très difficile de le prévoir. Dans un lieu comme Rochefort, la paix est une calamité. C'est une industrie de guerre ici. Hein. Et donc, évidemment, on ne peut pas vraiment prévoir à l'avance quand il y aura la guerre, quand il y aura la paix. Et Dieu merci, nos souverains ont adoré la guerre. Guy Gautreau. Oui. À propos des gabiers qui montaient à bord, je voudrais dire que pendant les escales aux États-Unis, on a vu des jeunes Américains qui étaient là et qui demandaient est-ce qu'il y a une place, est-ce qu'on demande des gabiers? Il y en avait qui étaient prêtes dans l'heure qui venait à monter à bord. Alors tout à fait, alors on verra ça tout à l'heure justement avec un gabier américain. Nous avons la chance d'en compter un parmi nos invités. Mais très concrètement, par rapport à ce souvenir, à notre histoire commune, ils sont sensibles, les Américains, à ça? Ça a réveillé quelque chose chez eux? Vous me demandez si les Américains étaient sensibles à tout ce qu'incarne en fait le retour de cette frégate, oui. l'histoire de Lafayette, notre histoire commune. C'est clair que les escales américaines ont été l'occasion de vérifier que les Américains attendaient beaucoup de ce voyage et que pour eux, ça symbolisait bien entendu tout un côté historique. Mais je crois qu'au-delà de Lafayette, etc., j'allais dire, ils ont été très sensibles à l'aventure humaine moderne de tous ces jeunes qui se sont engagés pour ce voyage. Et c'est un côté qui a souvent été souligné dans les médias de l'autre côté là-bas. Oui, c'est bien. Personne n'a oublié. Ça a ravivé peut-être un petit peu les choses, les dépoussiérer en tout cas. On va tout de suite retrouver Yann Salins sur le bateau. Je crois que vous êtes en compagnie du commandant Cariou, Yann. Eh bien oui, il était à la manœuvre jusqu'à maintenant, donc il était un tout petit peu occupé. Ouais. Yann, quel est le sentiment qui prédomine là maintenant? Le sentiment du devoir accompli ou Ah oui, c'est ça. C'est le sentiment du devoir accompli. La mission a été faite jusqu'au bout. C'est-à-dire on a quitté ici la forme de Rochefort en février. Nous sommes partis au mois d'avril et voilà, maintenant nous rentrons le 29 août. La boucle est bouclée. Et le commandant, il est un peu comme tous les autres membres d'équipage et tous les gabiers, ce mélange un peu de fierté, puis peut-être un peu de tristesse de la fin de l'aventure. Voilà, tu as fait le retour de grands voyages maritimes, c'est toujours comme ça. On est heureux de rentrer, retrouver les siens. Et puis en même temps, un peu de tristesse parce qu'évidemment c'est terminé. Et puis il y a eu surtout cette transat retour, vous le saviez, ça allait être sûrement un peu épique et ça l'a été, quoi. Oui, bon, en Atlantique Nord, toujours pareil, c'est souvent assez rude. On avait besoin aussi des dépressions pour rentrer. Donc ça nous a permis aussi de tester vraiment l'Hermione en situation du gros temps, des creux de 7 mètres, force 9, presque 10. Voilà, on a vu que le bateau tenait parfaitement la mer et surtout l'équipage, parce que l'équipage en a bavé pour revenir. Le bateau, lui, a très bien passé. L'équipage a souffert parce qu'il était 80 seulement au lieu de 200. Et évidemment, c'était très physique. Et vous me le disiez déjà pendant les essais en mer en novembre l'année dernière, la clé de la réussite de cette aventure, c'était la formation. Là, on peut imaginer qu'après 3 mois et demi de mer, l'équipage, il le connaît par cœur, le bateau. L'équipage est rodé. La preuve, c'est qu'on a fait face à des situations quand même assez rudes, situations imprévues qu'on craignait puisqu'on était en sous-nombre. Et l'équipage a parfaitement réagi, a toujours été à la hauteur et je les ai félicités parce qu'il y a certainement plusieurs fois où ils ont eu un comportement pratiquement héroïque. Il fallait beaucoup de courage et de force et d'endurance pour faire ce qu'ils ont fait. Et il faut savoir quand même qu'on a fait ce qu'ils ont fait. On a fait mieux que l'Hermione en 1780 pour le retour, avec le même navire et un équipage 3 fois moins nombreux. Donc effectivement, ils peuvent être fiers d'eux. Oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure aussi avec Loïc, qui faisait les images, qui nous faisait vivre tout ça, de nous qui étions restés à terre. Il y a eu cette menace d'ouragan avec des menaces de rafale à 75 nœuds. Finalement, vous n'avez eu que 47 nœuds. On vous voit à l'image qui dit que vous êtes en train de dire à l'équipage, le bateau n'est pas fait pour ça. Non, un ouragan, c'est extrêmement destructeur. Et le navire, on sait que ces navires-là, comme beaucoup de navires d'ailleurs, jusqu'à force 10, 11, ça passe. Au-delà, effectivement, on aurait eu des dégâts, certainement beaucoup de dégâts. Ça veut dire que, j'imagine pas de la peur, mais de la concentration pour le coup qui envahit tout le pont là pour...
Oui, ben, effectivement, le problème, il y a le bateau d'une part, puis il y a l'équipage. Dans ce genre de situation, je connais, j'étais confronté à ce genre de temps. On perd les 3/4 de l'équipage parce que les gens ont peur, ils perdent leurs moyens, et voilà. Et du coup, c'est un enchaînement de problèmes qui arrivent à bord, puisque oui, c'est un stade complètement différent, l'ouragan. Et dans la suite des images, on voit aussi Antoine, le lieutenant de navigation, qui regarde les instruments de navigation, et l'Hermione est à 13 nœuds 3. C'est juste incroyable, quoi. Oui, on a fait des performances remarquables pour un navire comme ça. On est effectivement allé jusqu'à 13 nœuds 3, mais on a fait un moment, on a tenu 1 heure entre 12 et 13 nœuds. On a fait 245 000 par 24 heures. On voulait dépasser les 200 000, on les a fait. En 6 jours, on a tenu une moyenne, donc 1300 000 en 6 jours. Ça fait une moyenne de 9 nœuds. Ouais, ça fait pas lire d'envie tous ceux qui connaissent un peu la voile, ça. Ouais, pour ceux qui connaissent la voile, ils savent ce que ça veut dire. 9 nœuds pendant 6 jours de moyenne, avec des pointes à 12, 13. Formidable, c'était un bateau vraiment très très performant. Merci, commandant. Merci Yann, merci commandant, à tout à l'heure. Guy Gautreau, on vient de l'évoquer, la véritable réussite, parce que sur l'eau, le navire a fait ses preuves. On parlait des Américains tout à l'heure, au-delà de l'aspect historique que rappelait ce rendez-vous, sur le plan technique, est-ce qu'ils y ont été sensibles? Est-ce que pour eux, on les s'est habitués à la démesure? C'était quelque chose d'important de recevoir ce navire? Oui, c'était également quelque chose de très important, comme vous le dites, par rapport à ce genre de répliques, car les Américains sont absolument passionnés par ce genre de répliques historiques. Et pour eux, c'était effectivement un grand moment. Bon, je vous rappelle que les Américains ont reconstruit pas mal de navires anciens. Et à plusieurs escales de l'Hermione aux États-Unis, ils avaient tenu justement à ce qu'ils appellent les tall ships, hein, les grands bateaux historiques soient là pour accompagner l'Hermione. Et effectivement, il y a eu des visites de passionnés à bord, de techniciens de la réplique, si je puis dire, qui est très, très curieux de voir les aménagements qui avaient été faits à l'intérieur de l'Hermione et aussi au-dessus du pont, bien entendu. Denis Rolland, on peut dire qu'on a fait des envieux là aussi du côté de chez nos amis américains. Ah oui, des envieux, il y en a dans le monde entier maintenant. Mais encore une fois, c'est bien de faire envie. Des envieux... encore une fois, dans cette ville qui, il y a 30 ou 40 ans, passait pour la honte du département tellement elle était sale et violente et moche, quel chemin parcouru quand même, hein. On dit parfois que ouais, Rochefort, il s'y passe rien. Ben, regardons d'où on vient. Et des villes qui ont su progresser à ce niveau-là et aussi vite et aussi remarquablement, je ne sais pas s'il y en a tant que ça. Alors c'est vrai qu'il y a de l'émotion et de la fierté. Parce qu'on peut le dire, c'est presque une question à poser à monsieur le maire, mais cette opération a permis de faire rayonner la ville bien au-delà des frontières du pays. Bien oui, mais moi je pense que c'est maintenant que ça commence, le rayonnement. Parce qu'il faut encore une fois que ce ne soit pas la seule Hermione, mais l'ensemble de tout ce qui peut se trouver ici. Alors vous voulez reconstruire un nouveau bateau, c'est ça? Ah, pas forcément. Encore une fois, je pense que les choses existent déjà, mais qu'il n'y a que les Rochefortais qui le savent. C'est plutôt ça le... Écoutez, pour tenter de faire partager cette aventure au plus grand nombre, je vous propose tout de suite de revoir en images cette épopée de l'Hermione. On se retrouve juste après. Lorsque le jour se lève ce 19 avril sur l'île d'Aix au large de La Rochelle, l'Hermione ne le sait pas encore, mais pour elle, c'est le grand jour, celui du départ vers l'Amérique. En 1780, c'est à son bord que le marquis de Lafayette quitta la France pour prêter main forte aux Américains dans leur combat pour l'indépendance. 235 ans plus tard, la réplique du célèbre navire reçoit la visite de François Hollande, venu saluer l'équipage et son capitaine breton. J'ai une chance inouïe parce que j'ai certainement le meilleur bateau du monde actuellement. Ça c'est certain. Et je pense l'un des meilleurs équipages au monde. Voilà. Donc ça me permet d'être serein et d'oublier un peu effectivement la responsabilité qui est énorme et d'en profiter. Le voyage va durer 48 jours, 10 de plus que celui de Lafayette. À bord de l'Hermione, 80 gabiers, des jeunes, pour la plupart garçons et filles, embarqués dans une aventure comme ils n'en vivront sûrement pas d'autres dans leur vie. Le 5 juin, la frégate touche enfin terre. Première escale Yorktown en Virginie, la même où en 1781, Américains et Français l'emportèrent sur les Anglais. On n'aurait pas gagné la guerre sans votre soutien. Merci beaucoup. Là, c'est un florilège d'émotions. C'est génial.
À Yorktown, un gabier rejoint l'Hermione pour poursuivre le voyage. Alexis n'est autre que le descendant du marquis de Lafayette, avec qui il présente un certain air de ressemblance. Voir que sa mémoire est toujours aussi vivante aux États-Unis, ça fait quelque chose. Ouais. Le 1er juillet, l'Hermione arrive enfin à New York, temps fort de son voyage en Amérique. Elle célébrera la fête de l'indépendance le 4 juillet au cœur de la City. 26 000 personnes la visitent durant ces 4 jours qui restent pour les gabiers un moment unique. On s'imagine, il y a en 1780, quand ils sont arrivés là, ça devait être juste incroyable. Il n'y a pas tous ces immeubles. Et voilà, nous on avait une vue imprenable tout en haut de la Mature, c'est juste incroyable. Baltimore, Philadelphie, Boston, Newport. Au total, l'Hermione fera 12 escales outre-Atlantique, avec pour terminer un passage à Saint-Pierre-et-Miquelon, où les Bretons partaient autrefois pêcher la morue. Pour nous, c'était très important de sortir les deux Doris. Donc on a réussi à avoir des gens à la dernière minute. On les remercie d'être venus. Et puis voilà, c'est le bonheur de voir ce beau bateau dans le port de Saint-Pierre aujourd'hui. Après une courte escale, l'Hermione quitte Saint-Pierre pour la dernière étape du grand voyage. Mais la météo se gâte, le navire essuie une tempête. Un retour difficile pour les gabiers. Pourtant, l'Atlantique n'aura pas le dessus. Après 18 jours de mer, Brest s'apprête à accueillir la belle frégate. Elle passera une semaine dans la cité du Ponant avant de rentrer à Rochefort, là où tout a commencé. On se retrouve ici sur le site de l'Hermione, juste à côté de la Forme de Radoul, où elle vient de reprendre ses quartiers il y a quelques minutes seulement. Et je vous propose tout de suite de repartir à retrouver Marion Mercier, qui est en compagnie du président de l'association Hermione Lafayette, Bénédicte Donnelly. Oui, Pascal, effectivement, Bénédicte Donnelly qui vient de prononcer un très beau discours. Il a demandé au public de faire une ovation pour l'équipage. C'était important pour vous. Ah oui, ils le méritent, ô combien. Ils ont été formidables, à la fois sur mer et sur terre. Ils ont été de grands marins et de formidables ambassadeurs. Sincèrement, quand le projet a commencé, est-ce que vous avez imaginé cette scène qu'on est en train de vivre derrière vous, le retour de l'Hermione? Surtout pas. Surtout pas, parce que je crois que si on s'était projeté très loin, on aurait vu le chemin à parcourir. Donc nous, on avait toujours des horizons très, très rapprochés. C'était la varangue, la vergue à poser, le couple à poser, toujours le bout de bois supplémentaire. On a raisonné mois après mois, année après année, se donnant pour horizon ce qu'on pouvait faire dans les mois qui allaient venir, parce que sinon ce serait désespéré. Justement, je crois que c'est ça qui émeut les gens et qui les épate, c'est cette longueur de temps, cette patience, avec un projet dont vous ne saviez pas s'il allait aboutir, s'il allait devenir cette magnifique frégate qui est derrière vous. Non, on avait le rêve, mais on ne savait pas si notre génération à nous, et ça ne nous angoissait pas. On ne savait pas si c'était nous qui allions le terminer. Mais on s'était mis en position psychologiquement pour dire, si nous, on n'y arrive pas parce qu'on ne trouve pas les financements, on va continuer à arroser les bois. Et puis peut-être que d'autres prendront le relais, peut-être que ça prendra 30 ans, c'est pas grave. Simplement, il faut que quelqu'un aille au bout. Finalement, c'est notre génération qui aura été au bout, ça c'est formidable. On est dans la joie aujourd'hui, dans la fête, mais avouons-le, c'est aussi un petit deuil parce qu'il y a la fin de quelque chose, non? Est-ce que vous ressentez cette sensation de baby blues maintenant que l'Hermione est revenue de son long voyage? Nous, non, mais je pense qu'à bord, oui, le baby blues, et eux, ils l'ont très fort. Non, nous, on est heureux d'abord qu'ils soient revenus tous sains et saufs. On a pris une responsabilité que personne ne voulait prendre en France. Aucune compagnie de navigation n'a voulu nous accompagner en disant on va prendre en main l'Hermione. Donc on est devenus nous-mêmes, sans l'avoir cherché, compagnie de navigation. Donc notre premier objectif, c'était qu'ils reviennent tous sains et saufs et que le bateau revienne intact. Et ça, c'est notre premier soulagement. Et maintenant, on a montré le chemin, il y a des aventures formidables qui vont s'inventer. Non, moi, j'ai pas de blues. Vous avez rappelé les valeurs de l'Hermione, authenticité, désintéressement, j'en oublie une. Partage. Est-ce qu'il va être possible de les perpétuer, ces valeurs, dans l'avenir de l'Hermione? Autrement dit, est-ce que l'Hermione va continuer à vous appartenir, vous, association, bénévoles, passionnés? Oui, j'en suis convaincu. Je crois qu'on a montré qu'on pouvait être à la fois bénévole et très professionnel. On est désintéressé, mais on a géré ça avec beaucoup de rigueur. On l'a montré, tout ce qu'on avait promis de faire, on l'a fait. Donc il n'y a pas de raison. Le problème, c'est qu'effectivement, il faut arriver aujourd'hui sans doute à investir. C'est un bateau cher, il faut investir sur l'avenir, investir sur le navire, pour refaire des grandes traversées. Il faut recomposer un village ici. Donc il faut trouver des financements. Mais je suis convaincu que, moi je me battrai, et tant que je serai là, ces valeurs-là, je les maintiendrai. Alors justement, on parle d'un passage du statut d'association à la société d'économie mixte. Vous seriez
toujours dans l'aventure, dans cette aventure-là, malgré le changement de statut? Non, mais ce changement de statut, pour l'instant, il est totalement prématuré d'en parler. Et c'est une des pistes, parce que je l'ai dit, on a besoin d'investir. Il faut sans doute des investisseurs publics et privés. Il y a plusieurs pistes. Les collectivités locales ont pensé à cette piste-là. On va se donner le temps de l'étudier. Mais pour moi, l'important, c'est de se bâtir un projet pour l'avenir. Ce n'est pas la structure, c'est de garder ses valeurs. Hein, les milliers de gens qui sont là, ils sont venus parce qu'effectivement, ils nous ont cru. Ils nous ont fait confiance parce qu'ils savaient qui on était. Et on n'a jamais triché. Donc on ne trichera pas. Et statut ou pas statut, c'est nos valeurs qui resteront. Ça, je me battrai pour ça. Et je resterai tant qu'elles ne seront pas préservées. Donc j'entends que vous allez rester très actif auprès de l'Hermione, quelles que soient ces nouvelles aventures. Bien sûr, je serai là. Merci beaucoup Bénédicte Donnelly, bravo à vous ainsi qu'à toute votre équipe. Merci Marion, merci Bénédicte Donnelly. On se retrouve ici sur le plateau en très charmante compagnie avec quelques-uns des héros du jour. J'ai juste en face de moi Capucine, honneur aux dames. Bonjour Capucine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes gabier, on dit gabière d'ailleurs pour les filles? Oui, on dit gabière, oui, souvent. Alors racontez-nous comment ça s'est passé, quelle traversée d'abord vous avez fait exactement? Alors moi j'ai fait le retour, la traversée du retour. Donc j'ai embarqué à Lunenburg le 18 juillet et j'ai débarqué à Brest le 12 août. Voilà. Alors c'était comment? Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, finalement, à vous porter candidate pour embarquer? Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Alors dites-nous tout, pourquoi vous êtes partie? En fait, j'ai grandi juste à côté de Rochefort parce que j'étais à Foura pendant pas mal d'années. J'ai fait toute ma scolarité à Rochefort. Et en fait, la première fois que je suis arrivée ici, j'avais 8 ans et l'Hermione venait tout juste de commencer à être construite. Donc, et vos parents vous y ont amené ici sur le site? Voilà, tout à fait. Et donc je suis venue très souvent visiter le chantier. Et c'est vrai que l'univers des pirates, des corsaires, des marins, tout ça, c'est toujours été un peu mon univers venant de Nouvelle-Calédonie à la base. Et donc voilà, quand j'ai entendu dire qu'ils recherchaient un équipage, je me suis tout de suite portée volontaire. C'est un rêve d'enfant en fait? Voilà, c'était un rêve d'enfant, on va dire. Et puis il y avait aussi un gros challenge, réussir à trouver sa place au sein d'un équipage, à se sentir utile tout le temps, etc. C'était vraiment c'était un challenge, voilà. D'accord. Alors, si vous le permettez, on va se retrouver juste après. On va retrouver Yann Salin à bord de l'Hermione. Yann. Oui, excusez-nous, on était en pleine discussion avec Johan, un des bénévoles qui fait partie du noyau dur des bénévoles qui depuis 2012 œuvrent pour que cette aventure puisse se passer telle qu'elle s'est passée. D'accord. Johan, j'imagine que c'est quand même un grand moment d'émotion là, ce retour pour vous. Vous avez embarqué à Bordeaux, vous avez eu ce privilège-là, et de voir cette foule accueillir le bateau pour vous, bénévole, ça doit être quelque chose vraiment de très très fort. Ah, c'est magnifique parce que d'abord c'est un moment qu'on attendait depuis très longtemps, déjà d'une part. En plus c'était assez compliqué parce que nous en tant que bénévoles, on nous a rajouté sur l'équipage en tant que surnuméraire. En plus, au niveau de nos collègues et amis de bénévoles, il a fallu faire des choix. Donc il se trouve que j'ai fait partie des heureux élus. On a été 3 comme ça. Donc on portait une responsabilité, c'est-à-dire d'être heureux pour nous, mais aussi pour nos amis qui sont restés à terre. Donc c'était un petit peu compliqué. Et puis donc on a eu cette satisfaction-là. Et puis maintenant, on va avoir un peu de nostalgie parce que le voyage est terminé. On n'aura plus à suivre Internet. Mais par ailleurs, on va retrouver l'Hermione à Rochefort. Ce qui va nous satisfaire pleinement puisqu'on va pouvoir réintervenir dessus. Oui, parce qu'on le disait à l'instant, il y a du taf, il y a du boulot là pour l'hivernage. On n'est pas sorti. Heureusement, une partie de l'équipage va rester toute cette semaine prochaine. On va descendre avec eux tout ce qui est gréement courant, les voiles, les vergues et matures déposées, de manière à stocker ça pour l'hiver et reprendre morceau par morceau pour réentretenir. Il va y avoir tout l'entretien à bord, les machines mais des travaux sans fin. Ça ira aussi bien des sanitaires que de la peinture, reprendre de tout ce que le service technique, enfin du moins le staff technique de l'Hermione aura dit, il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là. Qu'est-ce qui vous motive, vous êtes rentré dans cette histoire en 2012, vous donnez de votre temps, vous donnez de vos propres deniers pour participer à des escales à Brest, à Bordeaux. C'est quoi la motivation première? Je crois que c'est un mélange de plein de choses en fait. Quand on arrive à la retraite, des choix se font, se présentent, et on a le choix entre le canapé avec les mots croisés ou quelque chose comme l'Hermione. Moi, je n'ai pas choisi le canapé, si vous voulez, parce que l'ambiance de l'Hermione, le projet de l'Hermione, c'est tellement extraordinaire que quand on a une opportunité comme ça, on ne peut pas dire « je vais laisser passer », c'est pas possible.
Donc là, eh bien, tous autant qu'on est, on est tous mus par ce sentiment. Bah, merci Johan, et puis bon travail pour cet hiver. Merci à vous, on aura besoin de courage effectivement. Au revoir. Merci. Merci Yann, merci à tous les deux. Capucine, dites-moi, tout à l'heure vous m'avez expliqué, bon c'était un rêve de gamin finalement de pouvoir embarquer à bord de ce navire. Très concrètement, comment ça s'est passé pour vous? Vous avez fait une lettre, vous avez été convoqué, on vous a proposé quoi? Alors, j'ai entendu déjà qu'il cherchait un équipage via les réseaux sociaux et j'avais vu un reportage aussi à la télé. Et donc, j'ai envoyé tout simplement mon CV et une lettre de motivation. Et à ma grande surprise, j'ai reçu une réponse assez rapidement, on va dire. Et donc, je suis allée suivre un week-end de formation pendant 3 jours. C'était le week-end de la fête des voiles, je m'en souviens, le week-end du 16-17 mai 2014. Et donc, c'est là que j'ai en fait tout découvert sur le tard, parce que bon, c'est quand même assez extraordinaire et assez exceptionnel comme méthode, voilà, de navigation et de... Et en plus, c'était très particulier parce que des gabières, on n'avait pas beaucoup sur le bateau. Un tiers de l'équipage tout de même, ça fait déjà bien. C'est déjà bien. Qu'est-ce que vous faisiez exactement, précisément sur le navire? C'était quoi votre mission? Tout. C'est-à-dire on devait aussi bien s'occuper de la veille que d'être à la barre, que de s'occuper d'aider le chef cuisinier, etc. Ou alors tirer sur les bouts, tout simplement. Enfin, s'occuper des manœuvres en général, voilà, comme comme tout gabier en fait. Alors juste à côté de vous, Pierre. Bonjour Pierre, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous, c'est votre job, je crois, qui vous a permis de pouvoir embarquer, c'est ça? Oui, en partie. Alors moi j'ai postulé en mettant en avant le fait que j'étais médecin généraliste. Voilà, donc c'est un argument qui a joué dans mon acceptation dans l'équipage. Vous étiez le seul à bord? Médecin, non. En fait, il y a une équipe de 6 médecins constituée de ce que j'ai envie d'appeler des médecins aventuriers. Il y a un urgentiste de Lorient et le reste, c'est des médecins qui baroudent un peu partout dans le monde. Nouvelle-Calédonie, Guyane, des grandes expériences aussi. Enfin, beaucoup de médecins qui sont partis dans les terres australes, antarctiques françaises aussi. Il y avait du boulot à bord? C'était compliqué? C'est compliqué la vie à bord? Comme médecin? Les deux, mon capitaine. Les deux, ouais. C'est compliqué, non. Enfin, on s'adapte, quoi. Parce que même, on imagine bien que physiquement, je veux dire, pour des gens qui, pour un certain nombre d'entre eux, n'avaient jamais navigué ou très peu, et en tout cas pas dans ces conditions, rien qu'à ce niveau-là, ça doit quand même être très spécifique. Et puis après, il y a les bobos inhérents à la navigation, c'est encore autre chose, et la navigation à voile. La navigation à voile avec toutes les pathologies que ça peut engendrer en termes de musculo-squelettiques, les douleurs aux bras, aux épaules, au dos. Voilà, donc pas mort, hein, tout s'est bien passé. Ouais, tout s'est bien passé, ouais, grâce à Dieu. Merci Pierre. Juste à vos côtés, Capucine, on retrouve Adam. Bonjour Adam. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes américain? Oui, je suis américain. Alors, merci à vous. Dites-nous comment ça s'est passé pour vous, comment vous avez pu embarquer dans cette aventure Hermione. J'ai postulé comme tout le monde. Je suis venu à Rochefort et j'étais en des vêtements que j'ai fait à l'époque et j'ai joué ma FIFA et j'étais assez motivé et assez passionné que les gens ils ont attendu et ils ont entendu mes histoires et puis j'ai reçu une lettre pour le stage de 3 jours. Comment vous aviez entendu parler de cette histoire de l'Hermione? Vous étiez aux États-Unis ou vous étiez en France? La première fois que j'étais ici, c'était ici à Rochefort pour un voyage pour étudier la langue. Et puis, je l'ai suivi sur Internet. Et puis, quand il y avait un appel, finalement, pour un équipage, j'ai postulé. Et pour vous, déjà, à l'époque, Lafayette, ça voulait dire quelque chose? Ouais, je suis passionné par cette époque depuis que j'étais petit. J'ai fait ça comme étude. Je suis tailleur, alors j'espère de faire des vêtements de l'époque pour des musées à l'avenir. Et l'Hermione, c'était une chance d'explorer tout ça, une vraie expérience. Vous avez compté beaucoup de compatriotes avec vous à bord? Oui, tous les amis français que j'ai fait ici. Il y avait 4 autres Américains qui ont servi. Et puis il y avait la public que nous avons accueilli dans chaque port que nous avons visité. Donc vous me disiez à l'instant, vous êtes tailleur. Et ça a été un élément déterminant. C'est quoi le point d'ancrage au départ? Sont les costumes, les tenues traditionnelles, les habits de... C'est-à-dire j'ai fait des vêtements des hommes de l'époque de 1750 jusqu'à 90. Oui, donc on est en plein dans la période. À la main, oui. Et c'était quoi leur spécificité à ces costumes? C'est quand même dingue ça, d'être attiré au départ par une esthétique vestimentaire et que ça vous embarque comme ça à bord d'un navire. C'était une étude pour moi, d'explorer un sujet que j'ai connu rien au début, et puis d'explorer ça, partager ça avec les autres de nos points de vue et vous apprendre
beaucoup plus que vous n'avez jamais pensé. Alors là, on peut le dire maintenant, tout le monde a débarqué. La transatlantique, c'est terminé. Ça a été facile tous les jours à bord? Capucine? Oui, moi je trouve que oui, même dans les moments qui ont effectivement été difficiles. Lesquels par exemple? Quand on avait 8 mètres de creux ou approximativement, ou beaucoup de gîtes, ou des moments où on était un peu fatigué ou autre, ou quand on a su qu'on allait peut-être avoir un ouragan, des moments qui sont un peu stressants, on va dire. Ça stresse de savoir qu'un ouragan va peut-être arriver? Oui, ouais. surtout quand on sait que voilà, on n'est pas forcément prêt pour une telle situation. Mais l'équipage est tellement soudé, il y a une telle ambiance, puis on a confiance totalement dans les marins professionnels, le commandant, le second, etc. On a vraiment confiance dans notre équipe. Du coup, on les suivrait, voilà, peu importe les mers, les tempêtes, on s'en fiche, on y va. Jusqu'au bout du monde, on les suit, c'est pas grave. Merci beaucoup Capucine, merci Pierre, merci Adam d'avoir accepté notre invitation. On repart tout de suite sur le pont de l'Hermione, retrouver Yann. Oui, c'est un moment un petit peu particulier. On est sur le gaillard d'avant et puis vous les voyez, c'est des t-shirts un peu différents, mais ils font partie de la famille. C'est les retrouvailles avec tous les gabiers qui ont participé à l'épopée et qui sont venus ici pour aller revoir les copains. Et c'est le cas de Benoît, notre pompier de service. Benoît, toi, tu as fait la Transat aller. La première Transat, oui, de Rochefort, Canary-Yorkton, la première étape américaine. Tu ne pouvais pas ne pas être là aujourd'hui. Mais c'était impensable d'être absent, à la fois pour accueillir le bateau et puis ses camarades. Enfin, on a navigué pour certains ensemble, d'autres on a préparé le bateau. Mais on a été ensemble finalement pendant les 4 mois, on se suivait par caméra, par reportage, par photo interposée. C'est énorme d'être là ce soir, là. C'est fabuleux. On a l'impression de revenir tous ensemble, alors que certains étaient déjà à terre. Non, il y a un équipage qui revient, on est tous là, c'est fabuleux. J'en parlais tout à l'heure avec Stéphane, le chef de tiers. C'est vrai que c'est difficile de mettre des mots là-dessus. Vous êtes une famille, vous avez tissé, c'est une aventure humaine, vous avez tissé des liens entre vous que vous seuls vivez finalement. Il y a une aventure qui est très particulière parce qu'effectivement, on est 150, on est 80 bords, mais on est 150 finalement. 150 à avoir vécu l'aventure depuis 4 mois à minima pour la navigation, depuis plus longtemps pour certains, et où il y a de vrais liens qui se tissent. C'est difficile à décrire parce qu'à terre, on dit bonjour aux gens comme ça. Là, il y a bien plus qu'un simple bonjour. Il y a une vraie amitié, il y a des connivences, il y a des... Oh, c'est superbe, oui, très très beau. Oui, parce que c'est aussi beaucoup de souvenirs aussi qui se sont tissés là pendant toute cette navigation, des souvenirs pour la vie, quoi. C'est des souvenirs de sportifs parce que c'est physique, c'est des souvenirs historiques parce que le bateau représente, voilà, c'est des souvenirs humains surtout, c'est ce qui reste après. Il y a l'histoire et il y a la petite histoire humaine qui est presque plus importante que le reste, c'est ce qui va rester. La petite histoire, on n'ose même pas imaginer ce que ça peut représenter dans la vie d'un homme et d'une femme d'avoir vécu ça vraiment au cœur de l'aventure. C'est fabuleux, il n'y avait qu'une traversée, la première il n'y en avait qu'une, on l'a faite. On a fait cette première traversée inaugurale et on y était tous, c'est ça qui est fabuleux. J'étais, mais tout le monde y était, on n'était pas un, on était 150 à être présents, à être sur le bateau, à le faire avancer pour le ramener ici, fabuleux, fabuleux. Tu avais le sentiment vraiment, t'as le sentiment vraiment d'avoir accompli un exploit, parce que c'en est un vraiment, vu de l'extérieur. Non, c'est pas un exploit, c'est une très très belle aventure. Un exploit en tant que tel, non, il y a certainement beaucoup plus grand. Mais c'est quand même fabuleux, enfin, c'est inoubliable, sans aucun regret, et prêt à repartir tout de suite s'il fallait. Et puis ça doit faire du baume au cœur aussi de voir toute cette foule qui est là aujourd'hui. Quand on est à bord, on ne voit pas cet aspect-là. Tout le tapage médiatique qu'il peut y avoir autour, l'aura que peut avoir l'Hermione en France, on ne le perçoit pas quand on est à bord, on le réalise quand il y a des escales, où il y a un accueil du public extraordinaire. Et là, oui, effectivement, on sent les gens chaleureux, prêts à discuter, prêts à converser, à échanger finalement, et à partager un petit peu de ce que nous, on essaie de garder égoïstement pour nous. Bon, on rembarque quand alors? Demain. Demain. Bon, moi, je suis partant en tout cas. Avec plaisir. Merci Yann, merci à tous les deux. C'est entendu, on se retrouve demain. Et en attendant, je vous propose d'aller retrouver tout de suite Marion Mercier, qui a elle aussi, on l'imagine, assisté à quelques retrouvailles, Marion. Alors oui, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler, Pascal. Je suis très bien entourée, comme vous le voyez, une belle brochette de jeunes femmes et de dames du 18e. Je suis avec Pauline, qui a donné beaucoup de sa personne pour donner toutes ses couleurs à la parade tout à l'heure et toutes ses couleurs à la ville en ce moment. Elle préside l'association Rochefort en histoire. Je vais vous montrer d'abord ce qu'elle a dans les cheveux avant de vous saluer, Pauline. Regardez, si c'est pas beau. Pauline, ça a demandé beaucoup de travail. Oui, tout à fait. Alors c'est une coiffure historique qui date de 1778 et qui s'appelle la coiffure à la Belle Poule, du nom de la frégate La Belle Poule, qui ça célèbre la marine française en fait, tout simplement.
Alors vous, Pauline, vous avez eu l'idée de costumer toute la ville de Rochefort. Pourquoi? Comment ça s'est organisé? Oui. Écoutez, je fais de la reconstitution depuis à peu près 3 ans. Et j'ai eu la chance de travailler sur ce bateau en tant que guide pendant 3 ans également. Marion, désolé de vous couper avec votre invité. On assiste en ce moment à quelque chose d'exceptionnel, un chant de marin. Je vous propose, si vous voulez bien, de l'écouter ensemble. On se retrouve juste après. Grand moment de ferveur populaire ici sur la forme de Radoux, Napoléon III à Rochefort. Et je vous propose tout de suite de retrouver Marion que l'on a coupé tout à l'heure pour pouvoir profiter de ce chant. Oui, Pascal, j'étais avec Pauline qui nous expliquait qu'elle a costumé toute la ville de Rochefort. En tout cas, elle a eu l'idée de ce magnifique projet. Les Rochefortais, j'ai l'impression, ont joué le jeu. Oui, totalement. On a fait des ateliers de confection de costumes depuis janvier qui ont pris un grand essor au mois de mai. Et c'est toute une ville qui fête son Hermione et qui est fière de se costumer pour son Hermione. Ce soir, dans pas très longtemps, dans une petite demi-heure, on va assister à cette grande parade costumée? Oui, tout à fait. Il va y avoir effectivement une parade qui va partir de la porte de l'Arsenal, passer par la rue de l'Arsenal, donc l'avenue Charles de Gaulle, la cour Roi-Brie, et enfin finir place Colbert pour le discours et l'accueil de l'équipage. Et votre costume à vous, par exemple, Pauline, c'est quoi? Ça vous a demandé quel travail? Ça m'a demandé un certain travail, à peu près, ça représente à peu près 3 mois de travail. Donc c'est un costume de femme du XVIIIe siècle d'un statut assez élevé. Et c'est un nom sympathique, ce costume, ça s'appelle un P en l'air, à cause de la traîne qui se termine ici. Merci Pauline et Pascal, les chants marins ont repris. Et c'est ce qu'on a pu entendre pour notre plus grand plaisir. Merci à Marion, merci à vous Pauline. Alors bien évidemment, alors que la ferveur bat son plein, je vous propose de revivre ce grand moment qui est celui de l'arrivée de l'Hermione ici dans sa forme de Radoux. On se retrouve juste après. La voilà enfin. L'Hermione rentre à la maison après 4 mois et demi de mer et 17 000 km parcourus. Pour l'équipage, c'est bientôt la fin de l'aventure. Heureux, mais le cœur gros. C'est dur de mettre les mots sur tout ça, quoi. Il y a de l'émotion aussi, tu vois. Ça un petit peu d'émotion là. Ça fait drôle de savoir qu'on arrête dans 1 heure, qu'on met le bateau dans la forme. On a démarré depuis longtemps et
1 an et demi qu'on prépare tout ça, tu te rends compte? 1 an et demi. Yann plus, ceux qui l'ont construit beaucoup plus. Et nous, les navigants, on a commencé à les former il y a 1 an et demi pour qu'on termine aujourd'hui. Il faut vivement les futures aventures, vivement qu'on parte loin, loin, loin avec l'Hermione, quoi. Voilà. La frégate a remonté lentement la Charente sous bonne escorte. L'enfant du pays est de retour à Rochefort et ils sont nombreux à l'attendre. Marquise, marquis, bourgeois, simples soldats, badauds, amoureux, famille, ils sont tous là. Je me trouve avec un monsieur dont le fils est l'un des 5 officiers, hein, c'est ça que vous m'avez dit? Officier de navigation et responsable de la sécurité. Vous venez de le voir, je vous ai entendu crier Antoine, vous l'avez aperçu? Tout à fait, et surtout son fils l'a vu. On n'a pas assez de mots hein, pour exprimer toute la joie et la fierté qu'on a de retrouver la maison au Rochefort et puis tous les Rochefortais, les gens qui sont venus de la région et tout ça. C'est un retour triomphal et plein d'émotions, ce mot qui revient sans cesse. L'Hermione a traversé 2 fois l'océan, essuyé une tempête dans l'Atlantique Nord. Et la dernière étape du périple est très délicate, entrer dans la forme de radoub. Cette cale qui abritera le bateau pour l'hiver, le temps de se refaire une beauté, avant de repartir vers de nouvelles aventures. Voilà, et retour sur le plateau de notre émission spéciale, toujours en compagnie de Guy Gautreau et de Denis Rolland. Alors avant les prochaines aventures, il va y avoir donc du travail, on l'a évoqué dans ce reportage, on l'a évoqué tout à l'heure avec Yann Salin, le commandant Cariou. Très concrètement, il va se passer quoi pour la frégate maintenant? Guy Gautreau. Écoutez, j'allais dire la frégate comme l'équipage. Je crois qu'elle a besoin d'un énorme temps de repos. Et bien entendu, on va profiter de ce temps de repos pour l'examiner sous les moindres coutures et voir comment elle a résisté au voyage. Mais on sait déjà qu'elle a bien résisté. Et les techniciens, évidemment, vont l'inspecter sous tous ses plis. De fond en comble. Ouais. Denis Rolland, on parlait de ces métiers tout à l'heure qui ont revu le jour à la faveur de la construction de ce bateau. Pour son entretien, là c'est la même chose, il va falloir faire appel à de vrais talents. Oui, mais ça c'est aussi un des enjeux de ce chantier extraordinaire, c'est qu'il y a des gens, il y a des gens qui avaient des compétences, il y a des gens qui les ont acquises, qui les ont retrouvées, et elles sont toujours là. Et on fait quelque chose. Et quand on a besoin d'entretenir ce bateau, voilà, la compétence est là, alors que ce serait assez compliqué à mettre en œuvre. Et c'est d'ailleurs assez haut, puisque maintenant, depuis quelques minutes qu'elle est de nouveau dans sa forme, on voit qu'elle a quelques cicatrices de son voyage. Elle a vécu, quoi. Vous voyez ça où? Je le vois pas moins bien positionné que vous. Elle est partie très très pimpante, et c'est bien normal. Et là, elle revient, voilà, c'est quelqu'un qui a du vécu derrière maintenant. Je trouve ça encore plus beau. Donc c'est quoi? Travail de menuiserie, de marine, colmatage. Il faut probablement reprendre le calfatage tout en partie. Il faut probablement reprendre aussi tous les cordages et choses comme ça. Beaucoup de peinture. Et la peinture, c'est ce qui souffrait le plus et c'est parfaitement normal. Jusque-là, c'est peut-être une chose quand même qu'il faut rappeler. On en parlait avec quelques-uns de vos intervenants en coulisses tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de gens qui ont émis des doutes sur la capacité de cette réplique de l'Hermione à flotter, à naviguer par gros temps. Je pense que là, on ne les entend plus et c'est bien normal parce que ce bateau, c'est une parfaite réussite technique. La navigation de l'Hermione, elle est exceptionnelle du début à la fin. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien qui n'a pas marché. Le commandant Cariou le disait d'ailleurs tout à l'heure. Il a fait face à des situations qui étaient parfois très tendues sans aucune difficulté majeure, semble-t-il. C'était un très beau bateau à la fin du 18e. Et la réplique, ma foi, est conforme à son original. Guy Gautreau. Oui, on a employé le mot cicatrice. Je parlerai plutôt d'égratignure. Des gratinures, parce que pour vous, elle en est ressortie beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu craindre. Elle en est très bien ressortie et le commandant Cariou lui-même dit que ces égratignures sont tout à fait normales, c'est simplement les traces du voyage. Une des plus belles traces, quand même, c'est sur l'ancre, car à Saint-Pierre-et-Miquelon, à un moment, quand l'ancre a été jetée, l'Hermione a, comme on dit, dérapé sur son ancre. Donc l'ancre a été un petit peu abîmée, mais ça fait partie des égratignures ou des cicatrices tout à fait normales pour quelqu'un qui a vécu quand même
pas mal d'épreuves dans pas mal de mois. Voilà, une cicatrice, une belle preuve de vie quelque part. Ça prouve que voilà, la vie a été vécue comme elle se doit, avec encore de beaux jours devant elle, puisqu'on le sait, l'Hermione sera vouée à naviguer sous d'autres horizons. Merci à tous les deux. Merci Denis Gautreau, merci à vous. Merci à vous. Denis Rolland, voilà, on touche à la fin de cette première émission spéciale consacrée au grand retour de l'Hermione, ici dans sa forme de radoux, là où elle a vu le jour et où elle va s'apprêter à passer un hivernage durant quelques mois. On vient de l'évoquer, elle va être retouchée, remise en état pour pouvoir naviguer de nouveau. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Merci à celles et à ceux qui ont permis de la réaliser. On reste ensemble, on se quitte sur ces images avant de se retrouver dans quelques minutes maintenant à 17h15 environ sur votre téléviseur. Très bonne soirée sur la 3 et puis à tout de suite, on reste ensemble.